le modèle n'est pas à chercher loin, car qui sourit comme ça de ce petit sourire en biais, qui se campe ainsi devant son vis-à-vis, laissant deviner sous la pose guerrière et l'air railleur un persistant fond d'amitié, qui encore, quand bien même confiné entre quatre murs, parcourt des yeux le décor alentour comme si, du haut, qu'à quelques crêtes, il découvrait un paysage longtemps cherché, longtemps espéré. Oui, oui, c'est tout lui, ça, tout lui, ces manières-là, typiques 10 autres manières qui lui est venues depuis son AVC, en pleine phrase, en pleine action, tout à coup stop. Oui, oui, s'arrête. Figé pour un instant, il semble par la pensée être revenu en arrière et s'interroger. Ce qu'il vient de dire était-il bien ce qu'il voulait dire, et ses quatre membres ont-ils obéi convenablement à son cerveau point. Puis s'animant de nouveau il reprend le fil de son discours, l'élocution plus rapide, plus fougueuse après cette suspension, le geste plus tonique également et comme porté par un accès d'euphorie, orosotique, car indéniablement il s'agit d'un tic. Si les deux faits apparus chez Weiwei au lendemain de son accident cérébral, on l'avait vu plusieurs années auparavant sévir parmi les proches et moins proches collaborateurs de Maurice Odego, et chez Maurice Odego lui-même pour commencer. Dans le cortège, ça avait été une vraie épidémie, tandis que la quotidienne caravane de 72 automobiles s'étirait sur plusieurs kilomètres de voies rapides, et que dans la transparence des vitres latérales les caravaniers voyaient dénier les champs, les vergers, les pâturages avec, en arrière-plan, des ruines au perché et des routes y affluents de coteaux, serpentant de village miniature en village miniature, une même scène se jouait dans nombre d'habitacles, un passager, une passagère en train de s'adresser à ses voisins de banquette brusquement se taisait, laissant sa phrase en suspens. Pas longtemps. Au bout de 3 secondes ou plus, la phrase reprenait son cours et cette fois, comme dynamisée par un redoublement d'enthousiasme, elle s'achevait d'une traite. Idem lors des étapes de mi-journée, sur un terrain communal plus souvent occupé par des enclos à bestiaux ou des baraques foraines que par les rangées de chaises et la tribune tubulaire du jour. Entre autochtones commentant l'engagement pris par l'orateur d'agir bientôt en faveur de l'économie locale. Idem le soir venu, sous les mini-spots encadrés dans le faux plafond d'une salle des fêtes, parmi la foule des invités se pressant autour du buffet, ou dans les rues de la même ville, le lendemain matin char fleuri promenant des mannequins géants, lâchés de ballons, fanfares, lancés de confettis, midi ou soir, et quel que soit le lieu, il y avait toujours plusieurs corps, plusieurs visages, plusieurs voies quotidiennes caravanes de 72 automobiles s'étiraient sur plusieurs kilomètres de voies rapides, et que dans la transparence des vitres latérales les caravaniers voyaient défiler les champs, les vergers, les pâturages avec, en arrière-plan, des ruines au perché et des routes à flanc de coteaux. Serpentant de village miniature en village miniature, une même scène se jouait dans nombre d'habitacles, un passager, une passagère en train de s'adresser à ses voisins de banquette brusquement se taisait, laissant sa phrase en suspens. Pas longtemps. Au bout de 3 secondes ou plus, la phrase reprenait son cours et cette fois, comme dynamisée par un redoublement d'enthousiasme, elle s'achevait d'une traite. Idem lors des étapes de mi-journée, sur un terrain communal plus souvent occupé par des enclos à bestiaux ou des baraques foraines que par les rangées de chaises et la tribune tubulaire du jour. Entre autochtones commentant l'engagement pris par l'orateur d'agir bientôt en faveur de l'économie locale. Idem le soir venu, sous les mini-spots encadrés dans le faux plafond d'une salle des fêtes, parmi la foule des invités se pressant autour du buffet, ou dans les rues de la même ville, le lendemain matin char fleuri promenant des mannequins géants, lâchés de ballons, fanfares, lancés de confettis, midi ou soir, et quel que soit le lieu, il y avait toujours plusieurs corps, plusieurs visages, plusieurs voies à l'attitude du cap de Gata, celui-ci resta hors de vue au Coati et rien ne changea dans le paysage, Euanué d'occuper le centre d'un cercle immuable, toujours aussi liquide, toujours aussi plat. Ça faisait croire à une définitive stagnation des choses, et ce sentiment se trouvait renforcé par la rareté des activités à bord ainsi que par la monotonie du tangage, par celle aussi du bruit des machines dont les trépidations se répercutaient continuellement dans les objets, les cloisons, les sols, les chairs. Gu les connaissait bien, ces trépidations. Oui, lui, les découvrait. Le Palamède, questionna-t-il, vibrait-il autant que son jumeau, et le raffut des moteurs y était-il aussi permanent? Palamède, nos Clio, à charge égale probable que ça se valait, mais là,
Du fait qu'on naviguait léger, le phénomène se trouvait sensiblement amplifié. En revanche, on n'avait pas encore entendu et sans doute était ce signe qu'on ne l'entendrait pas de tout le voyage certains bruits qui d'ordinaire résonnaient plusieurs heures par jour. Celui des racloueurs, des meuleuses et autres brosses métalliques utiles à gratter la rouille. Travail ingrat, le dérouillage. Car on savait que la corrosion finirait par l'emporter, toujours la corrosion finissait par l'emporter. En dépit de quoi, au cours d'une traversée normale, les matelots raclaient, meulaient, brossaient matin et hilt, midi afin de repousser le moment où, défiguré par l'irrésistible développement de l'oxydation, rongé de partout et atteint jusque dans ses barres d'acier les plus épaisses, ses boulons et ses écrous les plus costauds, ses tôles les mieux soudées, le bateau serait vraiment devenu inapte à la flottaison. Alors bon, le Nauplion n'en était pas là. Dans l'état où il se trouvait, il aurait pu naviguer encore une dizaine, voire une quinzaine d'années. Mais face au gigantisme croissant de la concurrence et à l'augmentation continuelle des taxes portuaires, avant longtemps il ne serait plus rentable. Même chose pour son jumeau ainsi que pour certains vieux bananiers de la compagnie. Aussi l'armateur avait-il résolu de ne pas attendre davantage pour se débarrasser des 3 bateaux et, vu le cours avantageux de la ferraille, il avait choisi de les vendre un à un en pièces détachées, au poids. Le silence qui remplaçait l'habituel bruit de fond causé par le dérouillage rendait palpable cette disparition programmée. Ça faisait l'effet d'un grand vide à bord. En cuisine, notamment, on ressentait ça. Plus qu'ailleurs peut-être. La chatte Penny, selon son maître, en était toute perturbée. Ça n'étonnait pas Augustin. Les chats, disait-il, avaient besoin de constance. C'étaient des animaux routiniers. Non seulement casaniers, mais routiniers. De plus il avait de l'intuition. Éruption volcanique, séisme, raz de marée, pluie de grenouilles, il pressentait les catastrophes longtemps avant 83 qu'aucun signe annonciateur en soit perceptible aux humains. Caché opinait à tout ça. Il avait lui-même vu plusieurs fois depuis le départ la chatte errer sur le pont. Manifestement, quelque chose la rendait nerveuse. Elle flairait le sol avec insistance, griffait les cordages, remuait une queue inquiète ou tournicotait autour du guindeau, comme démangée par l'envie de jeter l'ancre. Et périodiquement elle relevait la tête pour scruter l'infini par-delà la proue, lançant des miaulements qui semblaient autant de protestations adressées aux événements à venir. 40 mots à l'approche de Gibraltar. Et Ferrand qui rejoignit l'Espinasse à la passerelle. Un matelot tenait la barre, attentif à garder le cap et surveillant l'espace navigable qui s'ouvrait devant lui. Aucune parole ni aucun regard ne furent échangés entre le matelot et le commandant. Celui-ci, lorsqu'il ordonna de réduire l'allure à 12 nœuds, s'adressant au seul lieutenant, lequel aussitôt répéta mot pour mot la consigne tout en positionnant la manette de réglage de vitesse sur la vitesse demandée. Un bateau fut en vue, un deuxième peu après, et un troisième. Chacun, arrivé à hauteur du Nauplio, lui adressa 3 retentissants coups de sirène, et le Nauplio leur rendit leur salut. Perpétue et Jeanfa avaient été prévenus de ce rituel. Néanmoins le premier coup de sirène les surprit. Devant Augustin qui pour l'occasion les avait accompagnés sur le pont, ils se recroquevillèrent, riant, poussant des cris, se bouchant les oreilles. Le jour avait déjà pas mal baissé quand, simultanément sur bâbord et tribord, la terre se profila au loin. Dans un premier temps, ce furent seulement 2 minces bandeaux gris qui, estompés par le crépuscule, se distinguaient à peine de la ligne d'horizon. Puis les 2 bandeaux devinrent moins filiformes, moins nébuleux, c'étaient nettement 2 langues de terre, à présent, mais sans apparence qu'elles soient prolongées par aucun arrière-pays. De sorte que Perpétue douta qu'il puisse s'agir de 2 continents. Ça, l'Europe. Avec l'Afrique en face, dit Augustin. Pas loin, moins de 20 kilomètres. Des points lumineux commençaient de piqueter les 2 rives en vis-à-vis. Perpétue et Jeanfa jouèrent à qui en compterait le plus grand nombre, montrant du doigt chaque nouveau point qu'ils voyaient s'allumer. À leur première sortie sur les Haies le lendemain matin, les 2 enfants constatèrent que l'Europe et l'Afrique avaient disparu. Plus que jamais ils se sentirent solidaires d'une plieuse isolée au milieu de l'eau, ferme sous le pied, amicale, et qui les maintenait au-dessus de l'abysse. Car de se savoir désormais dans l'Atlantique, ils avaient l'impression que Fouze-la-Pique était sans fond, que l'océan, pour le moins, creusait son lit beaucoup plus avant dans l'écorce terrestre que ne pouvait le faire la Méditerranée. De même il leur semblait que l'horizon avait reculé depuis la veille, et que, plus lointain, l'autre horizon était aussi plus invisible et hanté de créatures plus redoutables.
Aussi retrouvèrent-ils leur cabine avec un certain soulagement. Ils y écoutèrent rire de la musique, chacun pour soi, oreillettes dans les oreilles. Ils y lurent des bandes dessinées, chacun à plat ventre sur sa couchette. Puis ensemble ils entamèrent une partie de cartes mais Perpétue eurent soudain envie de changer de jeu, de lieu. Que dirait Jeanfa de descendre à la cale? Elle s'était levée avec un entrain renouvelé. Je prends la liseuse, dit-elle. Ils piochèrent leurs questions à tour de rôle dans l'encyclopédie jeunesse. Perpétue se tenait côté conteneur, tournée vers Jeanfa qui lui faisait face à l'autre extrémité de la cale. Ça laissait entre eux beaucoup de vide, au point que pour s'entendre ils devaient parler fort, presque crier devineur. Devineur, elle est ainsi la questionneuse 87. Elle demanda, lequel région? Luc Globe est originaire respectivement la tomate, le piment, oignon, le riz. De quel pays les habitants avaient pour usage de s'entre-frotter le nez pour se dire bonjour? Combien de villes portaient le nom de Salvador? Où se trouvait Gao, Goa? Quelle civilisation avait inventé le zéro? Quelle autre ignorait la roue? Et si Confucius avait connu l'électricité, Alexandre le Macédonien ou Montezuma ayant fait leur course en ligne, la reine de Saba volait en avion? Jeanfa répondait avec sérieux, quoique généralement au hasard. Sa voix faisait écho à celle de Perpétue dont il reprenait les intonations monocordes et chantantes, tandis que son maintien évoquait le témoin déposant à la barre, ou l'aboyeur en gants blancs annonçant à la cantonade l'entrée d'un invité. Le jeu évolua, un autre héros, un autre héroïne passe-partout remplacèrent Confucius et Alexandre le Macédonien, Montezuma, la reine de Saba devineur, devineur et là de nouveau Perpétue. 3 spationautes, cette fois, quittaient la Terre. Leur vaisseau atteignait la Lune, une navette se détachait du vaisseau, allunissait, notre héroïne débarquait. Comment était-il équipé? Pouvait-elle facilement se déplacer? Rencontrerait-elle des êtres d'une espèce inconnue? Quelle apparence avait la Terre vue de si loin? De la même voix cérémonieuse et sonore que précédemment, Jeanfa répondit questionneuse. Il dit le scaphandre hyper matelassé porté par notre héroïne, la faible pesanteur lunaire, l'absence de vie, la terre ronde et bleue. Devineur, devineur continua Perpétue. Questionneuse, continua Jeanfa. Un autre héros succéda à notre héroïne. Rescapé d'un massacre, ce héros-là était en train de fuir. Il conduisait un groupe d'autres rescapés. Jeanfa le voyait-il? Questionneuse, je le vois, et aussi celles et ceux qui le suivent, péniblement, les bras chargés de baluchons. Parmi les femmes, plusieurs serrent contre leur poitrine un nouveau-né au lieu d'un baluchon. Notre héros, lui, marche entre un garçonnet aux membres encore frêles et un vieil homme vacillant, qu'il porte à moitié. Périodiquement, il tourne la tête pour adresser des paroles d'encouragement, un coup au garçonnet, un coup au vieil homme. Les fugitifs ont faim et soif. Ils sont fatigués, et à leur air sombre on devine quel genre d'image persiste sur leur rétine, des gens courant dans tous les sens, à peine vêtus et les bras levés au ciel, le tranchant d'une lame qui entame un ventre, un coup, le sang qui gicle, les yeux que la furie ou la terreur écarquillent, et partout des flammes, des braises déjà, des cris. Vont-ils être rattrapés par leurs poursuivants? Entame un ventre, un coup, le sang qui gicle, les yeux que la furie ou la terreur écarquillent, et partout des flammes, des braises déjà, des cris. Vont-ils être rattrapés par leurs poursuivants? Ils ne sont pas poursuivis. Les massacreurs ont trop à faire sur le lieu du massacre pour penser à une poursuite. Et nos fugitifs savent-ils où ils vont? Ils visent le nord. Les semaines se succèdent et chaque jour de nouveau ils visent le nord. Ils marchent, ils marchent. Ils font des étapes de courte durée parce que chaque fois leur apparition soulève défiance et mauvaiseté. Ils arrivent, ils repartent. Quand il s'agit de franchir une frontière, ils prennent soin d'éviter les postes de douane. Je les vois maintenant en bord de mer, qui négocient. Voilà, ils naviguent, si on peut appeler ça naviguer. Ils vont de rive inhospitalière en rive inhospitalière, endurant de nouveau la faim et la soif et aussi la peur, la honte, la saleté, l'écœurement. Un jour tout de même, un pays les accueille. S'y installe-t-il pour de bon? La reine du pays aimerait bien. Elle s'était prise de notre héros. Mais les esprits ancestraux commandent à ce dernier de reprendre la mer, et sans seulement prévenir son amoureuse il s'en va. Qui interroge les esprits? Des initiés, maîtres dans l'art de s'adresser aux invisibles et d'interpréter les signes reçus en retour. 90. Le vieil homme de tout à l'heure est-il de ceux-là? Non.
Néanmoins il arrive qu'il soit visité. Devineur, devineur. Que signifie que le vieil homme soit visité? Que parfois la plus que femme de qui est né son fils lui apparaît. Ce fils, est-ce notre héros? C'est lui. Et le garçonnet, notre héros et son père, le vieil homme son grand-père, par conséquent. À présent, devineur, dis-moi si dans leur fuite les rescapés ont pu emporter des armes. Les fugitifs hommes ont des armes. Armes à feu ou armes blanches? Les deux. Les fugitifs hommes utilisent-ils ces armes pour tuer des bêtes? S'ils traversent une zone giboyeuse, ils chassent? Oui. Ensuite, les femmes cuisinent les viandes. Puis hommes, femmes et enfants s'installent en cercle et prennent leur repas en commun. Et l'eau pour boire, où la trouvent-ils? Ils profitent des ruisseaux de rencontre ou des averses pour remplir un maximum de bidons. Des bidons ou des outres? Des outres, mais aussi des bidons, ainsi allait le jeu. Et après interversion des rôles, devineuse et les gens questionneur, répondent et perpétuent. L'instabilité du sol les amenait à réajuster continuellement leurs appuis et à garder souples les hanches, les épaules, les chevilles, les genoux. Ça faisait que d'une certaine manière ils dansaient. Ils restaient sur place, pourtant ils dansaient, l'esprit tellement absorbé par le dialogue question-réponse que le corps, de son côté, se trouvait libre de fléchir, de se rehausser ou de ployer comme il voulait. Pourvu que sa chorégraphie tienne toute sur une scène pas plus grande que 2 fois l'empreinte d'une chaussure d'enfant, 12 l'horloge calendrier du carré officier comme celle de la cuisine ou l'éphéméride posée sur le bureau de Gu, indiquait la même date, samedi 10 août. Ça faisait donc 6 jours que le Noplio avait quitté Hermoupoli, 2 jours qu'il avait quitté Sète, une dizaine d'heures qu'il était passé de la Méditerranée à l'Atlantique. Gu avait petit déjeuner en compagnie de Louen et de l'Espinasse. Après quoi, tandis que Louen allait relayer Zoniowski en salle des machines, avec le lieutenant ils étaient sortis sur le pont et, scrutant à la jumelle l'horizon bâbord, ils avaient discerné très nettement Casablanca. Wegwe s'était étonné d'un port si important et néanmoins complètement intégré à la ville, et d'immeubles si nombreux et si au Casa, avait dit Gu. L'intonation de la voix promettait une suite qui n'était pas venue, remplacée par un esclavement de surprise puis finalement par ceci, pour la première fois première était accent U. Dans le nom si familier pour lui de Casablanca Gu venait d'entendre Maison Blanche. Casa, avait dit l'Espinasse à son tour, c'est un effet en berbère. Rien à voir avec une maison blanche, ça veut dire, la colline. Il avait ensuite indiqué que le Noblieuse avançait à allure modérée. 16 nœuds, décision du commandant. C'est qu'il s'agissait d'arriver pile à l'heure au rendez-vous du lendemain, synchrone avec le vraquier annoncé. Pas la peine qu'aucun des 2 bateaux se fasse remarquer, tout seul à attendre en plein océan bon, avait-il conclu. Messieurs, il avait esquissé un salut militaire, je vous laisse. Comme si la cité entière observée un instant plus tôt n'avait été qu'un mirage, l'horizon désormais regardé à l'œil nu était partout le même, pas moins vide au nord qu'au sud, à l'est qu'à l'ouest. Les mêmes eaux aussi s'étendaient dans toutes les directions, plane et déserte toutefois moins bleu d'un bleu moins vineux. Seule présence dans le paysage, des goélands volaient en désordre au-dessus du sillage du bateau. Vous avez vu, dit la voix d'Augustin 94 et Gus sursautèrent. Ils n'avaient pas entendu arriver le steward. Des goélands, continua celui-ci. Oui, Gu avait remarqué. Or soit coïncidence, soit réaction à l'apparition du nouveau venu, après avoir viré de bord et repris de l'altitude les goélands, amplifiant nonchalamment leurs battements d'ailes, parurent vouloir regagner la côte marocaine devenue invisible. Un des goélands fit exception à ce mouvement collectif. Il se rapprocha, au contraire, et finit même par s'installer sur le bastingage arrière. Une brève scène eut alors lieu. La chatte Penny se trouvait sur le pont. Indifférente jusque-là aux oiseaux suiveurs, elle s'intéressa à celui qui, plus aventureux ou plus paresseux que ses congénères, venait de se percher. Elle le fixait de ses grands yeux jaunes. Ça ne préludait sûrement pas à un assaut, le bec du goéland était assez crochu pour couper l'appétit et dégonfler toute envie de bagarre. En même temps, ça ne ressemblait ni à de la frousse ni à de la prudence ordinaire. Non, c'était autre chose, de moins raisonnable, de moins naturel peut-être, mais d'assez puissant pour empêcher la chatte de bouger les pattes, comme aussi de tourner la tête ou de seulement dévier le regard. Sorti d'où, averti comment, Kachi soudain fut sur le pont et, s'étant saisi de Penny, il se la cala sous 95 le bras et l'emporta.
Au passage, il avait craché un long jet de salive en direction du goéland. Ça avait intrigué Gustave parce que, avait commencé Augustin. Hésitant à en dire plus, il regardait ailleurs, souriait avec gêne, tirait sur ses doigts. Sans pour autant changer de visage ni interrompre son tiraillement, il se décida enfin. Cracher, expliqua-t-il, était un truc pour conjurer le mauvais sort, car cet oiseau-là était sûrement l'esprit errant d'un noyé et on ne savait jamais. Avec les esprits errants, Gu appréciait Augustin. Il avait plaisir à le voir circuler en silence dans les coursives, apparaître par surprise, disparaître de même, déplier avec souplesse sa stature de grand maigre la courber vers plus petit que lui. Il aimait l'entendre parler, spécialement quand, baissant la voix, le steward venait à dévoiler certains dessous de la vie en mer Monsieur Gu, disait Augustin. Gu savourait ce Monsieur Gu, comme il savourait le Monsieur Ouessouvi dont Augustin, avec un rien de solennité, usait toujours pour parler de Wewe. Kachi aussi disait Monsieur Ouessouvi ce point qui arrivait souvent, vu qu'il était souvent question 96 de Wewe entre le steward et le maître cuisinier. Il s'emballait de concert à l'évocation d'un pistolet, d'un bras, d'une cible qu'une même virtuosité faisait jaillir du holster, se tendre droit, se trouer à l'exact point d'impact voulu par le tireur. Dans ces moments-là, les deux hommes se ressemblaient. Le fait d'avoir un commun objet d'admiration les a menés à adopter une gestuelle identique, et presque à se façonner les mêmes traits. Gu plus d'une fois se trouva témoin de ce phénomène. Ça l'amusait alors de regarder Kachi, de regarder Augustin, et, en l'un comme en l'autre, de reconnaître Wewe. Ça le désolait un peu aussi, parce que ça le renvoyait à l'image de son pote cédant lui-même à la pulsion mimétique et se mettant à faire son odégo. La question n'était pas la personnalité du modèle même si Gu ne comprenait pas ce que les foules pouvaient bien lui trouver, à ce modèle-là, c'était la démission, l'abdication à quoi manifestement l'imitateur consentait. Et pour comble consentait avec ferveur. Gu revoyait ça comme s'il y était, oui, imitateur fervent. Ouais, pensa-t-il, obnubilé, et individualité, et amoindrissement en plus de ouais. Il grimaça. De s'être dit et entendu dire mentalement obnubilé, il enrageait. Obnubilé. Il aurait pu employer ces mots comme servitude, fixette, ou 97 obsédé, coiffé, mordu, marteau. Non, il avait fallu qu'il dise obnubilé. Du coup, un soupçon lui vint, qui se transforma vite en certitude. Une nouvelle fois les ils étaient à la manœuvre. Il l'obligeait à prononcer leurs mots au lieu des siens saloperies s'indigna Gu. Mais subitement, et ce fut un choc, il cessa d'être aveugle à cette évidence, la pulsion mimétique aussi c'était eux. Leur graduelle offensive en la matière avait été habile. Il s'était fait la main sur un tas de gens avant de s'en prendre à l'entourage de Gu, à ses plus sympathiques et plus chères connaissances. Et leur ultime opération long étirement d'huile, ce coup-ci, ça leur permettait être de s'en prendre à lui personnellement. D'ici peu ils auraient infiltré ses muscles, ses nerfs, noyauté ses instances motrices. Non content de pourrir ses propos en y glissant par-ci par-là les formules mêmes qu'il haïssait le plus, il lui dicterait ses mouvements, lui imposerait telle manière de sourire, de grimacer, gouvernerait jusqu'à ses gestes de rébellion ou ses protestations de sincérité le front qu'on redresse pour donner de la hauteur au regard, le bras plié, la pointe du coude en avant et la main ramenée tout près de la poitrine, avec la pince ouverte des 5 doigts prête à saisir le cœur. Le cœur, tu parles. Mimique bidon, oui, cinéma. Qui plus est cinéma pour Isseur, c'était assigné. Ce qui n'empêchait pas les imitateurs de pulluler et de se manifester très ouvertement, sans qu'aucun d'eux paraisse en éprouver la moindre honte. Gu n'avait pas encore pensé honte ni même pullulé que déjà rôdait dans son esprit l'idée que son pote Wewe faisait partie du lot par rare. En effet, de voir Wewe, à l'image de tant d'autres, se livrer à ce numéro de la sincérité effarouchée. La veille encore, Gu y avait eu droit le front haut, le regard, le coude, la pince des 5 doigts, tout y était. Il en avait éprouvé une brusque douleur dans le ventre, comme ça fait quand, au lieu du sentiment de connivence habituel, le comportement d'un ami suscite en nous un secret sursaut de réprobation. Gu y avait repensé peu après. Il avait entériné réprobation, brusque, douleur, et il s'était dit que néanmoins Wewe demeurait intégralement son pote. Il se conduisait comme il voulait, Wewe, ça plaisait ou non à Gu, qu'importe, ils étaient potes 100% potes, pareil avec Frankie.
Sans doute, de tellement se taire, celui-là insultait la parole et les êtres parlants, sans doute il manquait d'empathie, préférait les personnages de papier aux vraies personnes, faisait fi de la vertu et agissait parfois d'une façon qu'on pouvait juger pas jolie, mais nul n'avait moins que Francky la fibre mimétique, rien que pour ça on lui passait le reste trespo comme si ça avait été la terre ferme, et que la voracité infernale ou quelque accident tectonique l'eût fendu sous les pieds des vivants. Le pont jusque-là uniformément plat s'ouvrait désormais en une longue tranchée donnant sur la cale. Un plan incliné reliait celle-ci à la surface, permettant que deux chariots élévateurs circulent d'un niveau à l'autre pour remonter à l'air libre les volumineux ballots bruns. 3 par 3, ces derniers étaient placés sur palettes, soulevés par le bras fourche d'un chariot, transportés, déchargés et, conformément aux recommandations de Weiwei, disposés de telle manière qu'une ruelle étroite partage en 2 blocs leur empilement. 4 matelots, en plus des caristes, s'affairaient à ces manipulations. Ils travaillaient en silence, sous le commandement du Bosco dont la voix énergique se détachait seule des échos fusionnés du roulement des engins sur la tôle et du froissement des emballages sans un grand calme succéda à cette exceptionnelle agitation. L'écoutille d'accès à la cale avait été refumée, immobile, et de la sorte fondue plus que jamais dans le décor. Les matelots attendaient, quelques-uns debout, adossés au bois délavé d'un plat-bord, au métal vernissé d'une cloison, quelques-uns assis sur un bolard ou par terre, les bras en serrant les genoux. Pas d'enfants dehors, ni de chatte. À la passerelle on guettait. Francky le premier repéra le vraquier au loin, sur un ton de certitude, dans lequel perçait toutefois le sentiment que l'événement valait à peine d'être annoncé. Il marmonna, c'est lui. Déjà il avait détourné ses jumelles pour inspecter le reste de la zone, ciel compris. Il donna ordre à l'homme de barre d'augmenter la vitesse. Au même moment, à quelques milles de là, le commandant du vraquier en faisait autant. Il fallut néanmoins un bon quart d'heure de grossissement continu pour que, depuis chaque bateau, il devienne possible de voir l'autre en détail. Alors roulier comme vraquier ralentir. Puis ils ralentirent encore, puis encore, et bientôt ils manœuvraient pour se ranger tête bêche. Ils stoppèrent avant d'être flanc à flanc. Les machines n'en continuaient pas moins de ronfler bruyamment et toutes choses de vibrer. Le roulis aussi persistait, plus fort, même, à présent que les turbulences sous-marines engendrées par les propulseurs latéraux s'étaient muées en houle 101. Les deux commandants ne tardèrent pas à se trouver face à face, chacun sur son pont, séparés par 10, 12 brasses de vide et d'océan. Celui du vraquier était un grand gros blanc barbu à l'air jovial, à la puissante voix de ténor. Comme Francky venait de lui demander si le seau avait bien été remonté du puits, il fournit la réplique convenue, la poulie était parfaitement huilée, commandant, et le seau plein d'eau claire. Dès lors on put causer modalité de livraison. Le grand barbu proposa que pour le transbordement on utilise ses propres filets de chargement ainsi que la grue de pont dont était équipé son bateau. Il viendrait ensuite à bord du Nauplio remettre à Francky ce qu'il fallait. La mine réjouie, soit d'avoir dit ce qu'il venait de dire ou d'anticiper ce qu'il allait faire. Il souleva une mallette, la brandit, la reposa à ses pieds. Francky n'était pas contre utiliser l'équipement du vraquier, mais avant tout saisissage il lui fallait vérifier le contenu de la mallette. C'était la règle, et une question de principe. L'autre approuvait pleinement cette procédure. Aussi, tandis que les deux cargos se mouvaient de nouveau au ralenti pour achever de se rapprocher, les équipages s'activèrent. Sangles, filets, élingues, tout fut rapidement mis en place et un premier chargement de 6 ballots se trouva prêt à être emporté. La grue pivota, déploya sa flèche. Le crochet de levage se balança quelques instants dans les airs, passant graduellement côté Nauplio puis venant enfin s'immobiliser au-dessus des ballots emmaillotés. Le commandant du vraquier confia alors la mallette à un de ses hommes, enjamba la double barrière des bastingages, récupéra la mallette et, sans perdre de temps en parlerie, il suivit Francky vers un endroit moins incommode que le pont pour ce qu'ils avaient à faire. Les deux bateaux ont beau être à côté bord à bord, de l'un à l'autre on n'échange pas un mot, pas un regard. Sur le Nauplio, les matelots qui tout à l'heure ont manié les ballots et installé le filet de chargement ont retrouvé leur immobilité et repris leur place cloison, plat-bord, sol, bollard. Le Bosco ne bouge pas davantage, ni le second capitaine. Seuls leurs yeux s'activent, surveillant tantôt la grue à l'arrêt, tantôt l'horizon, ou la porte qui s'est refermée sur les deux commandants il y a quelques minutes. Ça ne bouge guère plus sur le vraquier. Tout de même,
Quelques individus supplémentaires sont apparus peu à peu, de sorte que maintenant une douzaine d'hommes se tiennent sur le pont, non loin du bastingage. Ils forment une troupe disparate, certains ont les membres grêles et le visage glabre d'arçons à peine adolescents. Les autres sont plus âgés, mais enfants ou adultes. La plupart sont vêtus d'un pantalon de treillis et portent en bandoulière, frottant contre un débardeur huileux ou directement contre une peau marquée de tatouages, qui est un fusil d'assaut, qui est une vieille carabine. Il semble ainsi moins des matelots que des gendarmes, terriens plutôt que marins. Tout ce monde attend, dans un silence général sur fond duquel se détache seulement le bruit des machines et le clapotis irrégulier de l'eau heurtant les coques. Les corps sont doucement bercés, et avec eux, quand c'est le cas, les images qui les ornent, foudre ou glaive, dragons griffus, serpents, scorpions, monstres ouvrant grand la gueule. Le jour baisse. Dans la lumière rasante que réfléchit l'océan, les tatouages semblent s'animer, comme impatients de décoller de leur support épidermique pour passer à l'attaque. Le temps s'étire. L'inactivité se prolonge et pèse. Quand enfin se fait entendre le déclic d'un peine de porte, côté vraquier comme côté Noplio, le réflexe est unanime, les regards se ruent vers le même point. Mais ce ne sont pas les deux commandants attendus, c'est oui. La déception suscite un frémissement collectif en même temps qu'un murmure, avant que la tension redescende d'un cran. D'un pas tranquille, le nouveau venu est allé prendre position sur bâbord, et maintenant il examine le vraquier. Il en inspecte les parties visibles, repère des caches potentielles, les fouille des yeux, passe en revue les hommes, détaille leurs armes. Lui-même porte à l'épaule un grand sac qui lui descend jusqu'aux chevilles, lourdement rempli apparemment. Par deux fois, le contenu du sac va cliqueter. 1. Quand Weiwei quittera sa position pour se rapprocher des ballots empilés. 2. Quand ayant gagné l'extrémité de la ruelle ménagée au sein de l'empilement, il posera le saké, du bout du pied. Le poussera vers ceux qui se tiennent retranchés là, ou qu'on imagine retranchés là. Il leur parlera, peut-être renouvellera une consigne. Puis de même, ayant entrepris la tournée des autres matelots, il adressera quelques mots à chacun. Fera se déplacer celui-ci, se relever celui-là. À Mirko et au Bosco également il dira quelques mots. Et après un dernier coup d'œil sur les personnes et les choses ainsi disposées, il quittera le pont pour aller voir un peu où en est Frankie. Quand reparaissent pour de bon les deux commandants, Weiwei est derrière eux. Il affiche l'hyper-relâchement de qui se tient en fait sur le qui-vive, prêt à une réaction éclair. Dans un premier temps, d'ailleurs, c'est à cet unique signe qu'on devine qu'il y a un os, car à part ça le visage du grand barbu est toujours aussi jovial, et aussi impassible celui de Frankie. Pourtant oui, il y a un os. Le barbu prétend n'être qu'un passeur. Sa mission était de remettre la mallette, il a remis la mallette, sans l'avoir ouverte, sans même savoir sur quelle somme vendeurs et acheteurs se sont mis d'accord. Frankie, lui, sait qu'un billet de 50 € n'est pas un billet de 100 et que, puisque la mallette contient 6 milliers du premier au lieu de 6 milliers du second, il lui faut 2 mallettes. Il insiste, même s'il le dit sans plus que ça s'énerver, il lui faut 2 mallettes. Weiwei s'est arrêté non loin des ballots empilés, laissant les deux commandants avancer encore de quelques pas et continuer leur discussion. Elle s'essouffle, leur discussion. Les répliques s'espacent, raccourcissent, tendent à devenir gestes muets, ainsi, comme un qui malgré sa bonne volonté ne voit pas ce qu'il pourrait proposer de plus, il en est désolé, aimerait que les choses s'arrangent, mais que faire mon Dieu? 1. Le grand gros barbu rentre la tête dans les épaules tout en tendant les bras à l'oblique vers le sol, mains largement ouvertes. Et puis il change de ton. 6000 billets de 50 € font une belle somme, dit-il. En tout cas, c'est mieux que rien. Beaucoup mieux, il met la... Point. En tout cas, c'est mieux que rien. Beaucoup mieux, il met l'accent sur beaucoup, particulièrement sur beau, beaucoup mieux. Il n'a plus aucune apparence de bonhomie désormais, d'autant que son sourire, en s'élargissant, a découvert une double rangée de dents taillées en pointe. À ce nouveau visage, le barbu ajoute une nouvelle voix,
sarcastique. Il dit quelque chose comme « Il fait bon vivre » ou « La vie vaut d'être vécue ». Non, amiral. Cependant que par-dessus l'épaule il montre du pouce le vraquier derrière lui, avec ses hommes, adultes et genoux, tous en position de tir franqué ayant déplacé la main vers une poche latérale de son gilet reporter. Le grand barbu a fait de même vers le pistolet caché sous sa chemise, coincé entre ceinture et pantalon. Il a empoigné la crosse de son arme, mais voyant que les doigts de Frankie tenaient un simple étui à cigarette, il a renfoncé le pistolet. Frankie prend son temps. Il ouvre l'étui, en sort une cigarette, referme l'étui avec exactitude et comme ça chaque geste jusqu'à rempocher son briquet tout en tirant une première bouffée sur son fume-cigarette fumé-tu, dit le barbu, calmement, et à mi-voix, comme s'il lui importait peu d'être ou non entendu. Frankie réplique il y a plus dangereux, plus rapide. D'un coup de menton paresseux il désigne Wewe puis, sans davantage hausser la voix, dis-moi, la nourrice. Tes marmots, je suis sûr que ça leur plairait de remplir leur coffre à trésor avec ça. De sa poche, cette fois, il a sorti une poignée de jetons, des jetons dorés, lisses. Il les montre à son interlocuteur. Mais avant que ce dernier ait eu le temps de réagir, ça y est, la scène a eu lieu. Les jetons ont été lancés d'un geste vif et, tandis qu'ils se déployaient juste au-dessus de la tête du barbu, d'abord ils sont restés unis dans une même ascension, puis, à l'acmé de leur vol, ils ont commencé de s'épanouir en une gerbe qu'on aurait cru d'or liquide. Wewe a fait feu. Détonation des coups qui partent, sifflement des balles, sec tintement métallique des impacts, tous les bruits ont retenti et coïncidé en un instant. Le grand barbu sourit jaune joli tir. Sa voix peine à franchir le rétrécissement de la gorge. Bon, reprend-il après déglutition. Si c'est comme ça, il tarde à finir et on sent qu'il traîne exprès, se dépêchant à part lui de réévaluer les forces en présence, de réviser à la hausse le sang-froid de Frankie, l'efficacité de Wewe, à la baisse les qualités de ses propres soutiens arrière et la cote de sa propre peau. Par conséquent, nouvelle déglutition, on va s'arranger. Il fait signe à ses hommes, fusils d'assaut et carabines disparaissent. Il donne une brève instruction au matelot qui lui a passé la mallette tout à l'heure. Vite parti, vite revenu, le matelot apporte une seconde mallette. Et c'est de nouveau l'éclipse des deux commandants, l'attente silencieuse des équipages, le retour des commandants après comptage, mais comptage plus rapide ce coup-ci, et attente moins tendue. Ensuite, le transbordement des ballots se fait sans histoire et, ni vu ni connu. Les deux cargos repartent vers leur destination respective. De voir un bateau glisser uniment sur l'eau et diminuer à mesure qu'autour de lui la mer et le ciel s'élargissent, toujours ça serre le cœur. Sans parfois qu'on sache quel sentiment au juste suscite une réaction pareille, si c'est l'anxiété, la tristesse, l'exaltation ou un peu de chaque. L'œil, en tout cas, ne veut rien perdre ni de la lente expansion du vide ni de la progressive transformation d'un volume colossal en silhouette plate, puis en silhouette incolore, puis en silhouette immobile, puis en seulement une ombre inidentifiable et minuscule, une tache, un point, lequel, quoi qu'il co. Immobile, puis en seulement une ombre inidentifiable et minuscule, une tache, un point, lequel, quoiqu'il continue de s'amoindrir, persiste encore longtemps avant de disparaître d'un coup. Derrière la ligne d'horizon qui s'est refermée sur lui, le bateau est-il toujours bateau? Flotte-t-il dans l'invisible? Poursuit-il sa route? Et vers quel port? Quel pays? On l'ignore, comme on ignore où se rend le vraquier. À supposer que ce soit en Méditerranée, il lui faudra forcément emprunter le détroit de Gibraltar, mais après, possible qu'il rallie Marseille, possible Naples, possible Tunis, possible Malte. Oui, Malte, très possible. On voit bien le vraquier débarquer tour ou partie de sa cargaison à la Valette. Mais si ça se trouve, loin d'avoir mis le cap sur Gibraltar, il a obliqué de l'autre côté, direction les Açores. Ou s'il a assez de fioul pour ça, sans guère changer de latitude, il va traverser d'une traite l'Atlantique et trouver un mouillage discret dans une des îles des Bahamas, Great Tobacco, New Providence, K Island, et l'Antora. Une chose est sûre,
Bahamas ou autre destination, c'est là que les ballots changeront de main. Le contenu en sera détaillé pour réexpéditions multiples, avec, au passage, d'équipements de la valeur marchande, voire beaucoup plus. Non moins sûr, il consiste, ce contenu, en divers produits qui sont autant de contrefaçons. Oui, Gus s'en doutait, Frankie a fini par le leur confirmer, et oui, leur a-t-il dit que ce qu'il croyait 111 des marques, des grandes marques, grommelement d'acquiescement, et des conserves, hochement de tête, du matériel électrique, clignement de paupières, des médicaments, il paraît que, rotation répétée de la main autour du poignet, comme pour signifier que la liste était encore longue, ou aussi bien pour encourager ironiquement les amis à continuer, ce qui valait invite à arrêter là les questions. L'Espinasse admirait Louen. Peut-être pas autant qu'il admirait Frankie, mais quand même, moins que 4, le chef à ses yeux était quelqu'un, et de plus quelqu'un qui se souvenait, racontait, commentait volontiers. À son admirateur, le quelqu'un en question avait dit qu'avec le barbu du vraquier et ses petits soldats, on avait eu affaire à des à peine semi-pros, agissant pour le compte de commanditaires régionaux eux-mêmes moitié notables, moitié malfrats. Cela ne trafiquait que de loin en loin, au coup par coup. Il voulait éviter de nouer des liens trop étroits avec aucune famille, du moins aucune famille de gros gabarits des indépendants, conclut Louen. Comme nous, au fond. Oui, eux aussi abordèrent le sujet, cependant que Frankie les écoutait distraitement et laissait dire. Négocier de la contrefaçon en indépendant, selon Weiwei, devenait difficile, d'autant que la frontière entre famille et officielle. Gu acquiesça, puis l'œil mariole, soudain, et Odego, ton Odego, disait Gu. Ça ne lui arrivait jamais de fricoter avec les familles. Weiwei haussa les épaules, économisant la salive que lui aurait coûté une dénégation plus verbale. Mouage, figure pas convaincu. À quoi Frankie ajouta le scepticisme amusé d'un regard en coin. Les 3 hommes alors se turent, et le temps que dura leur mutisme, on aurait pu croire que leurs 3 imaginations allaient chacune flânant à son gré, étrangère à ce qui occupait celle du voisin. Or pas du tout. La suite allait montrer que les 3 amis, au contraire, avaient suivi la même idée et comme le même film en parallèle. Ils avaient eu en tête le même lieu, ou le même genre de lieu, les mêmes individus et la même succession de gestes, de postures, de répliques, une boîte de nuit, mettons, avant l'heure d'ouverture, 4-5 types, lunettes noires sur le nez, chevalière au doigt, gourmette au poignet, dents de requin en pendentif, ce style, les 5 types sont détendus, à l'évidence pensée conscience satisfaite et pourtant ils sont là tous à gémir, plaignant le sort de ce pauvre cher X ou Y qu'il a bien fallu liquider, ou faire liquider. Oui, le premier brisa le silence. Je vomis ces mecs, dit-il. Il y avait beaucoup de conviction dans sa voix, beaucoup de conviction sur son visage et dans tout son corps. Il savait de quoi il parlait, ça se sentait. Les autres n'ajoutaient rien. Gus si, tout de même, un sourd grognement d'approbation. Frankie rien de rien. Mais tous deux voyaient parfaitement quel genre de mec était visé. Pas de doute sur ce point, la météo l'avait bien dit que ça ne durerait pas, n'empêche. On avait tellement pris le pli de retrouver chaque matin un ciel bleu avec 0 nuage que beaucoup s'étonnèrent, à bord d'une Plio. Quant au lendemain du transbordement des ballots, ils virent que le bleu était devenu gris, inchangé à part ça, comme s'il était une toile fixe, un trompe-l'œil, servant d'arrière-plan au défilement ininterrompu des coordonnées des jours. Le décor baignait dans une de ces lumières ternes qui, dès l'aube, promettent de rester pareilles à elles-mêmes jusqu'au soir. Le vent soufflait, pas fort, mais assez pour que les embruns giclent plus haut que d'habitude et que le tangage incline le pont, élevant pesamment la pointe de proue vers le ciel cendreux avant de non moins pesamment la baisser vers l'océan et de recommencer. Pour perpétuer Jean Fa, ce balancement inhabituel fut l'occasion de nouveau je faire riper sa chaise en restant assis dessus, se tenir sur un seul pied sans tomber, être fil de ferriste au-dessus du gouffre, surfeur sous cagalbe enveloppant de la déferlante. Mais ayant vu la chatte Penny se gratter l'occiput avec insistance, ils s'inquiétèrent. Voilà qui annonçait du mauvais temps, un cyclone peut-être, ou le déluge, qui sait. En courant, filant dans les coursives sans prendre le temps d'en effleurer du doigt les parois et montant les marches d'escalier 2 à 2, ils gagnèrent la passerelle. Le commandant n'y était pas. Ils repartirent dard vers le fumoir bibliothèque, frappèrent, pied à fer en attendant qu'un ouïe assourdi les invite à entrer et entrèrent. Tonton firent-ils ensemble. Il haletait.
Néanmoins ils se mirent l'un et l'autre à parler avec précipitation. Frankie les rassura. On n'était pas dans une zone à cyclone. Et de la pluie en nous, par ici sans même parler de déluge. Il se leva et fit signe à ses visiteurs de le suivre. Il les mena dans la partie du fumoir qu'une cloison pliante isolait. Là, entouré de rayonnages emplis de livres, une table de lecture et sa banquette voisinaient avec un meuble fait de 6 minces tiroirs superposés. Frankie fit coulisser l'un des tiroirs, en sortit un lot de 4 cartes marines, en sélectionna une, rangea les autres et posa sur la table celle qui l'intéressait. On y voyait, compris entre 60e parallèle et équateur, un grand fragment d'Atlantique Nord, bordé à l'est par un fragment plus petit de continent africain Hermopolis, dit Frankie. Notre port de départ. Il avait posé l'index sur l'île de Syros, sauf que, la carte s'arrêtant à une ligne Plymouth-Madrid-Tombouctou, Syros et la presque intégralité de la Méditerranée se trouvaient hors cadre, purement imaginaire sur la feutre inélimée dont était tapissée la table de lecture. Ça n'empêcha pas les deux enfants de se pencher pour découvrir l'île de plus près. De même ensuite, ils ne quittèrent pas des yeux le doigt qui, à petite vitesse, progressait droit vers l'ouest, simplifiant sa course en ignorant récifs, îlots ou autres terres émergées. Enfin, après être remonté en oblique un peu plus haut, il marqua une pause, sans pour autant décoller du point qu'ainsi il masquait tout en le désignant 7, dit Frankie. 2 jours et demi d'escale. Vous avez embarqué le 2e jour. Le doigt reprit sa navigation, peu à peu se rapprochant de la carte et, une fois dessus, poursuivant sa route comme si, feutrine ou papier, c'était l'eau de mer qui le portait de toute façon. Il franchit le 4e méridien ouest, suivit un temps le 36e parallèle, recouvrit en partie le nom de Gibraltar imprimé noir sur bleu. Les enfants se rappelaient-ils le détroit? Bien sûr, qu'ils se rappelaient le détroit. Ils évoquèrent avec entrain, Jean-Fa les coups de sirène échangés entre bateaux qui se croisaient, et le moment de surdité que ça lui avait valu à chaque fois, perpétue l'Afrique et l'Europe réunies dans un même champ de vision. Frankie continua, on était passé ici, il insistait sur ici tandis que son doigt s'engageait dans l'Atlantique, ici il frôlait la côte marocaine, ici il s'éloignait de la terre ferme, laissant à 35 000 sur bâbord la ville de Safi, à au moins 80 000, pic du cancer, il stoppa net, vous voyez, dit alors Frankie. C'était pile leur position du moment. Du commun avis des deux enfants, une chose n'allait pas. La carte donnait l'impression qu'ils étaient tout près de la côte, alors que celle-ci, dans la réalité, restait invisible même quand on scrutait l'horizon avec les grosses jumelles 7x50 d'Augutin. Frankie, pour tout commentaire, combina penchement de tête sur le côté, avancée des lèvres, plissement du front. Il fut moins évasif ensuite, répondant avec laconisme mais exactitude aux questions qui lui étaient posées. Pourquoi du bleu le long des rivages mais rien que du blanc pour la haute mer? Pourquoi certains noms soulignés et pas d'autres? Des en caractères gras, des en italique, et tous ces chiffres qui constellaient l'océan. Le dégradé brun beige des montagnes, ça, Perpétue connaissait. Jean-Fa aussi. De même le vert des zones forestières, le jaune de la savane paille, très clair, et celui, plus foncé, des sables du Sahara. Au mot Sahara, les enfants abandonnèrent les considérations cartographiques pour évoquer le vrai désert qu'ils avaient longuement survolé 3 mois plus tôt. Ils se firent une gloire de ce survol ainsi que de ce que leur avait appris Miss Simpson à cette occasion: la mobilité des dunes sahariennes, la bosse de graisse du chameau dromadaire, les stratégies d'acacia tortillé face à la sécheresse, celle de la Pax, une antilope qui pouvait se passer de boire à Dax, rectifia Perpétue, pas à Pax. Jean-Fa prit les rex et des bouches tordues, yeux levés au ciel, la Dax, corrigea-t-il néanmoins. Là-dessus, Frankie demanda comment il se fait c'est que la gouvernante qui avait été du voyage de printemps ne soit pas de celui d'aujourd'hui, et si elle avait la phobie du bateau ou quoi. Il prononçait un psé à l'anglaise, avec un H très aspiré. Miss Simpson, disait-il. Il ne l'avait vue qu'une fois et encore, rapidement, mais il l'avait trouvée très jolie. Elle l'était, non? Perpétue acquiesça d'un air grave. Oui, très, puis subitement son visage changea, elle pouffa de rire. Et visant Jean-Fa du coin de l'œil tout en continuant de s'adresser à Frankie, elle déclara que la Miss avait d'autres admirateurs, notamment certains gareurs présents à bord.
présents même dans la pièce qui non content de la trouver jolie les met d'amour. Jean Fa, pour parer ce coup bas, aurait pu se contenter d'un mot de démenti, voire d'un simple haussement d'épaule. Mais non, il en fit des tonnes, comme si, sincèrement ulcéré par les paroles qui venaient de le mettre en cause, mais au fond flatté tout autant, il avait choisi d'outrer sa dénégation de façon qu'elle ne soit guère crédible, et qu'elle passe plutôt pour un aveu. Ainsi fut-il secoué par un acrobatique haut le corps avant que sur sa figure ne s'affichent les signes les plus criants de l'effarement, souffle suspendu, bouche béante, lip pendante, œil exorbité. Enfin il prit une inspiration profonde, s'en vint et il semblait sur le point de protester avec la dernière véhémence quand son regard rencontra celui de Frankie. Théold Kédétahan, d'or restèrent muets, ils s'entrerèguent, ils désolement, tous deux xétonès, amusatisme visiblement, de découvrir qu'en dépit de la différence du accent circonflexe géo ils avaient été sensibles aux yves mais traits, et mieux que ça. Que 3 secondes plus tôt il avait suffi que résonne le nom de Miss Impsé pour que l'image de la jeune femme ressurgisse dans leurs mémoires respectives, aimable aux yeux du capitaine au long cours comme à ceux de son jeune passager. Il n'est pas rare de surprendre ce genre de scène. Les complicités muettes se manifestent sous toutes les latitudes, et dans les cadres les plus variés. En mer, on le sait, mais à terre aussi bien. À la campagne, à la montagne, sur route, dans les bois. En ville évidemment au bistrot, en pleine rue, devant un poteau d'arrêt de bus, ou, mais voici, c'est un parc. 2 individus anonymes y déambulent chacun de son côté. Ils se promènent, éveillant pareillement sous leurs pas tantôt le crissement du gravier, tantôt le son feutré du gazon ou du sol terreux, remontant une allée bordée de statues de pierre, longeant un bassin, s'engageant dans un couloir de verdure avant de gagner, par un sentier pentu, une plate jaune en saillie dominant l'ensemble du site. Un des promeneurs se trouve déjà à Chiao, venu profiter du point de vue. Arrive le second promeneur. Les 2 hommes se saluent, d'un mot, d'un geste, par politesse, ils n'entament aucune conversation, pressés de reprendre leur balade en solo, bonjour au revoir. Le temps d'un si bref échange ils auront néanmoins partagé le souvenir des mêmes chemins séparément parcourus, du même parfum des rosiers en fleurs ou de la terre ceinturée d'eau sous le jet des tourniquets d'arrosage, et des mêmes animaux récemment vus, entendus moineaux en bande surgissant du feuillage, cygnes blancs évoluant sans paraître faire un mouvement, écureuil grimpant au tronc d'un chêne, merle courtisant sa merlette. Rencontre de promeneurs ou face à face Frankie Jean Fa, ce sont des instants qu'on dirait vécus à l'écart du monde, au sein d'une enclave paisible, oubliée des ondes, des îles et autres pourrisseurs. Aussi l'ambiance, dans le fumoir bibliothèque, aurait-elle été toute de tranquillité et d'harmonie si à ce moment-là un accès de mauvaise humeur n'avait jeté sur le visage de Perpétue comme un voile d'ombre pendant ce temps. Dans une coursive DUP honte inférieure B, un des néons alignés au plafond donnait des signes de faiblesse. Partout l'éclairage était en veilleuse, mais ce tube-là luisait encore moins que les autres. De plus il s'éteignait par intermittence, chaque fois peinant à se rallumer n'y parvenant qu'en partie. À un moment, il resta éteint plusieurs minutes, émettant un grésillement continu qui ne cessa qu'avec un nouveau et inattendu rallumage, intégral ce coup-ci. Ce ne fut pas pour autant un retour à la normale. Comme sous l'effet d'un curseur de réglage poussé de minimum à max, progressivement la lumière s'intensifia, jusqu'à devenir trop vive, trop blanche pour que ce ne soit pas alarmant. Et de fait, cet instant d'éclat fut le dernier avant extinction définitive. 2 autres néons étant venus coup sur coup à claquer dans le même alignement plafonnier, un matelot en avisa le Bosco, qui en avisa le second capitaine, qui dit à Augustin de voir ça et, au besoin, de débaucher un des électriciens de la salle des machines. Problème, pas de néon de rechange en réserve. Entrouvrait-on à Combedji? Pas sûr, mais bof. Vu qu'après l'escale Combedji il n'y aurait plus que 3 jours de navigation, il n'était peut-être pas indispensable de remplacer les tubes défectueux. Mis au courant de l'affaire, Frankie fut catégorique. Pas question que le Nautilus finisse avec des coursives borgnes. Est-ce qu'il avait démérité? Non. Alors, achat à l'électromatique locale ou recours à quelques récupérateurs clandestins. Il était impératif que le problème soit réglé avant qu'on reparte de Combedji. Augustin suggéra une mesure provisoire. Afin que l'insuffisance de lumière soit répartie de façon égale dans tout l'étage, on pouvait d'une coursive à l'autre déplacer quelques tubes, les permuter.
Qu'en pensait le commandant, ce fut fait dans l'heure. Et après qu'outils et escabeaux eurent été rangés et que furent retournés à leur tâche ordinaire les acteurs de l'opération, le pont inférieur B se trouva rétabli dans sa désolation première. À ceci près que la lumière y était encore plus faible qu'avant. Les portes de cabine, régulièrement espacées, en parurent fermées sur plus de silence, plus d'absence. Seul le Bosco, lors d'une 124 ronde de routine, fit résonner dans les coursives sous-éclairées le bruit diffus de son pas. Il se déplaçait avec aisance parmi la pénombre étroite, tout en fluidité malgré le double encombrement de ses muscles et de sa carrure, comme dans son élément la conversation, durant le dîner, tourna autour de l'incident et des chances qu'on avait de trouver à Cambodge les néons adéquates. S'il s'agissait d'un modèle made in China, disait Louen, on trouverait. Il y avait beaucoup de produits made in China, en RGK. Pas vrai, fit-il à l'adresse de Frankie, lequel opina. Les deux hommes connaissaient Cambodge et pas seulement pour y avoir souvent fait escale. Louen, en particulier, y avait eu plusieurs bons amis autrefois. Il insistait sur autrefois parce que ce n'était plus le cas aujourd'hui. Mauvaise fièvre, mauvais sort ou autre cause restait dans le flou, la plupart des amis étaient morts, de sorte que si le chef mécanicien conservait de la ville de nombreux souvenirs, il n'y avait plus grand monde pour les conserver avec lui. Louen parlait sans pathos, il constatait combien l'entrelac des expériences partagées se dénouait facilement, voilà tout. D'ailleurs on le vit 125 sur le point de blaguer un élan du visage, du torse, de l'index en direction de son complice et commandant, et l'apparition d'une lueur de malice dans les lieux. Mais comme finalement il s'était ravisé, Mirko prit la parole à sa place. Il revint sur la question des souvenirs et de leur partage souvenir. Commença-t-il. Il cherchait le mot juste, le trouva, ou crut le trouver, triomphant, compléta, l'aune, mutisme général.
rétabli dans sa désolation première, à ceci près que la lumière y était encore plus faible qu'avant. Les sports de cabine, régulièrement espacés, en parurent fermés sur plus de silence, plus d'absence. Seul le Bosco, lors d'une 124 rondes de routine, fit résonner dans les coursives sous-éclairées le bruit diffus de son pas. Il se déplaçait avec aisance parmi la pénombre étroite, tout en fluidité malgré le double encombrement de ses muscles et de sa carrure, comme dans son élément la conversation, durant le dîner, tourna autour de l'incident et des chances qu'on avait de trouver à Combedgy les néons adéquates. S'il s'agissait d'un modèle made in China, disait Louen, on trouverait. Il y avait beaucoup de produits made in China, en RGK. Pas vrai, fit-il à l'adresse de Frankie, lequel opina. Les deux hommes connaissaient Combedgy et pas seulement pour y avoir souvent fait escale. Louen, en particulier, y avait eu plusieurs bons amis autrefois. Il insistait sur autrefois parce que ce n'était plus le cas aujourd'hui. Mauvaise fièvre, mauvais sort ou autre cause restait dans le flou, la plupart des amis étaient morts, de sorte que si le chef mécanicien conservait de la ville de nombreux souvenirs, il n'y avait plus grand monde pour les conserver avec lui. Louen parlait sans pathos, il constatait combien l'entrelac des expériences partagées se dénouait facilement, voilà tout. D'ailleurs on le vit 125 sur le point de blaguer un élan du visage, du torse, de l'index en direction de son complice et commandant, et l'apparition d'une lueur de malice dans les lieux. Mais comme finalement il s'était ravisé, Mirko prit la parole à sa place. Il revint sur la question des souvenirs et de leur partage souvenir. Commença-t-il. Il cherchait le mot juste, le trouva, ou crut le trouver, triomphant, compléta, l'aune, mutisme général. L'aune, répéta Mirko, moins sûr de lui après cet accueil, et se rendant compte que décidément il y avait un hic avec l'aune non. Ce fut Zoniawski, lui qui ne parlait jamais, qui intervint pour dissiper la perplexité ambiante. Le second, expliqua-t-il, avait voulu parler de souvenirs solitaires. Il avait prononcé l'anglais l'aune plus ou moins à la française, ce qui avait donné l'aune. Mais bien sûr Émir que cependant faisait oui de la tête, il fallait comprendre solitaire. Le silence se prolongeait dans l'enceinte du carré officier, si grand était l'étonnement d'y avoir entendu la voix de Zoniawski. Des regards se portaient alternativement sur ce dernier l'aune, seul, solitaire, évidemment, sur Mirko d'où est-ce qu'il sortait ça, sur Louen enfin il était le plus âgé de la tablée, normal qu'il ait plus de souvenirs que les autres, notamment plus de souvenirs non partagés, sauf exception, chacun, tôt ou tard, avait à occuper cette place, c'était dans l'ordre des choses, les générations passaient, des mémoires s'éteignaient, d'autres en restaient orphelines puis s'effaçaient à leur tour, des visages alors, des paysages et leurs odeurs, des gestes, des timbres de voix tombaient dans l'oubli, et aussi bien des bateaux. Le Nauplio, par exemple. Un jour il serait oublié, comme les autres, et juste avant ça, à moins d'une subite disparition collective, il y aurait quelqu'un, forcément, qui serait la dernière personne à se souvenir de lui. Les dîneurs parlèrent aussi de saison, de Cora, de poulets bicyclettes et d'un naufrage entre littoral mauritanien et nord des îles capverdiennes, là précisément par où on devait passer le lendemain. Il y eut ce qu'il fallait de mots prononcés, parmi lesquels hygrométrie, calebasse, oignon, gingembre, citron vert, frégate mais aussi vaille que vaille et Dieu merci. Availle que saille, Gu fut alerté par un vif pincement viscéral, à Dieu merci il sut qu'ils étaient là. Il s'efforça de ne rien laisser paraître, gardant le visage tourné vers l'air à l'heure du moment, souriant à tel trait d'esprit et lui-même lâchant de temps à autre une réplique, histoire de ne pas s'isoler de ses compagnons. Ainsi s'entendit-il dire avec intonation compassionnelle, pour ne rien arranger, les malheureux il eut du mal à masquer son écœurement, sa rage. Il se mit à jeter des coups d'œil à droite à gauche, traquant le pourrisseur caché. Il avait beau savoir la vanité de son entreprise, il s'entêtait, sentant l'ennemi là, tout proche, qui tournait autour de la charnelle épaisseur des corps comme font les fantômes y touchant sans contact, y pénétrant fait son fondu enchaîné de cinéma, n'en ressortant que pour illico y retourner, insaisissable et narguant le témoin éventuel. Le témoin, en l'occurrence, c'était Gu, qui ne cessait de se répéter à part lui ce que 3 secondes plus tôt il s'était exclamé en public, haut et fort, les malheureux non, pas ça, pas comme ça, se disait-il, pas moi, impossible.
et pourtant il se réentendait si, c'était sa voix. In extremis il ravala le hélas qui à la suite de voix allait lui échapper. Ça l'écœura de plus belle. Il se tut, courba l'échine ainsi qu'il est convenu de faire sous le poids de l'affliction, sans voulut d'avoir reproduit cette posture, se prit la tête à accent circonflexe de main, sans voulut de ce geste autant que du précédent et, dans un sursaut d'énergie, il redressa le torse tout en respirant un grand coup. Louin, Zoniawski, Mirko, Lespinasse, ces quatre-là le regardaient d'un drôle d'air, pas habitués à le voir s'agiter comme ça. Weiwei et Frankie, eux, connaissaient leur pote. Ils se doutaient qu'il y avait du pourrisseur là-dessous mais savaient aussi que ça lui passerait, jusqu'à la prochaine fois. Ils en souriaient, d'un mince sourire où se lisait que pour l'heure, tout ami que leur est aigu. Ils s'amusaient de sa déraison. Il y avait de la cruauté à cette attitude, c'est sûr, mais peut-être qu'à la cruauté il trouvait certains sel. Pareil goût se rencontre chez plein de gens. 17 Le naufrage évoqué la veille au cours du dîner était celui de la Méduse, frégate. Comme il avait été dit, resté dans les mémoires pour avoir inséré à Jéricho le sujet de son fameux tableau, le radeau de la Méduse. Avant de chavirer, et bien que les cartes de l'époque aient déjà signalé l'endroit comme dangereux, le vaisseau s'était échoué sur les sables du banc d'Arguin, au large de la Mauritanie. Le Nauplio se garda d'en faire autant. Il passa plus à l'ouest, laissant les côtes mauritaniennes à bonne distance sur son bâbord et ainsi évitant les hauts fonds. On était le 13 août. Mardi, la journée commençait. Durant les heures qui suivirent, le nom de la Méduse fut encore prononcé à plusieurs reprises à bord du Nauplio. À tous les coups il faisait venir à l'esprit les idées d'entêtement imbécile et de couardise, d'indignité, de lutte à mort, d'anthropophagie sans trentième et des midis. L'histoire des naufragés agonisant sur leur radeau avait perdu de son actualité, et le soir venu, comme on arrivait à hauteur de la ville de Saint-Louis, à l'embouchure du fleuve Sénégal, plus question de la Méduse. C'était comme si les quelques 200 milles nautiques parcourus depuis le matin avaient éloigné la frégate et son siècle au point de les reléguer dans le néant. L'échouement, le radeau, les morts, 1816, rien de tout ça n'existait plus. Seule continuait d'occuper les consciences la réalité présente, et la réalité présente c'était la pluie. Elle grenait la surface de l'océan en même temps qu'au-dessus de l'eau, au sein d'une nappe dont ses propres lumières auréolaient le Nauplio, elle se déplaçait à l'horizontale. Solidaire du bateau qui tour d'hélice après tour d'hélice traçait son chemin dans la nuit. Événement, cette pluie la première du voyage, même s'il s'agissait d'une curieuse pluie, pas franche, lente, et qui tombait à grosses gouttes individuées. Rien à voir avec ceux qui dégringoleraient en RGK dans 2 jours avant même que le sommeil ait immobilisé unanimement les corps sur les couchettes, soit sous moustiquaire ou en cabine climatisée. La pluie cessa. Simple averse, en fin de compte. Puis il fut 10 heures, 11 heures, minuit et plus. Devenu moins dense, le plafond nuageux laissait maintenant transparaître qu'au-dessus de lui le ciel nocturne était dégagé, baigné par la clarté douceâtre de la lune et moucheté d'étoiles. De même, quoique opaque et noir sous la nuit grise, l'océan, de nouveau, s'étendait loin. Le silence était partout, dans l'immensité céleste aussi bien que dans les locaux habités ou inhabités du Nauplio. Unique présence sonore à la ronde, le puissant grondement des machines semblait devoir retentir jusqu'au fin fond de l'invisible. Or non, il allait s'exténuant rapidement dans l'air, étouffé par l'obscurité peut-être, pas de taille, en tout cas, à emplir à lui seul un espace illimité, vide et ouvert à tous les vents. Mais soudain une porte claqua. Ça venait d'un des demi-ponts supérieurs tribord, exactement, du demi-pont d'accès à la passerelle. Amplifié d'être isolé, le bruit avait néanmoins été bref, sans écho ni autre prolongement que le continu du moteur redevenu audible avec le silence. Il y eut alors un mouvement, une ombre se déplaçait dans la nuit. 2-3 fois de suite elle s'effaça avant de réapparaître et enfin, s'étant approchée du bastingage, elle se découpa assez nettement pour prendre forme humaine. Un miaulement s'éleva, puis une voix, pendant que la silhouette d'homme s'accroupit. Qu'est-ce que tu fais là, toi? C'était l'Espinasse. Il se rendait à la passerelle pour y relever Mirko. De nuit ou de jour, le quart durait pareillement 4 heures, ce qui faisait que le lieutenant aurait à veiller jusqu'à l'aube. L'Espinasse referma la porte derrière lui et s'empressa de croiser les bras pour se réchauffer, exagérant son grelottement. Il faisait froid à la passerelle quand on venait du dehors.
Mirko l'invita à se faire un café en lui désignant la machine à café et en disant café, chaud, en 2 temps. À l'homme de bar, Lespinasse avait dit bonjour en l'appelant timonier, et l'homme avait répondu en avalant plus qu'à moitié le bonjour de bonjour lieutenant. Il se tenait immobile à son poste, en retrait des 2 officiers qui, debout côte à côte devant l'écran radar, observaient par-dessus ce dernier la noire étendue de l'océan que l'étrave du Nauplio fendait continuellement en son milieu. Mirko montra du doigt l'horizon mamelle, dit-il. Lespinasse comprit de quoi il s'agissait, mais il ne distingua aucun rayonnement au loin. Il prit ses jumelles. Non, il ne voit, assis, par intervalles, examen fallait le savoir, vraiment, une lueur blanchissait le ciel tout là-bas. Mirko s'attarda auprès du lieutenant, regardant avec lui l'imperceptible clignotement devenir peu à peu un balayage bien visible et la lune, à son dernier quartier, s'efforçait avec un succès inconstant de percer les nuages. Par instant, l'un des 2 hommes ajoutait un commentaire à ce qu'il voyait, où l'aîné instruisait son cadet. L'Ictus, disait-il, le phare des Mamelles était le plus puissant d'Afrique avec celui du Cap de Bonne-Espérance, ou Almadi, juste Almadi, sans la nider pour faire la pointe des c'était l'extrémité occidentale du continent. On atteignait bientôt la latitude de la pointe en question, ce que signala à distance le périodique éclat du phare. Puis, s'éloignant à reculons, cet éclat et même palier rétrécit progressivement jusqu'à ce qu'arrive l'instant où, fini, terminé, il avait disparu. Entre-temps, l'homme de bar avait été relayé par un autre matelot qui lui ressemblait. Son frère, peut-être. Mirko lui commanda de réduire l'allure 12 nœuds, lança-t-il. Autant l'accent était bien le sien, qui faisait entendre la langue croate dans les mots du français, autant l'intonation était impersonnelle, mécanique, sans nulle qualité parasite qui puisse nuire à la clarté du commandement 12 nœuds, répéta le nouvel homme de bar. Alors seulement le second quitta la passerelle pour aller dormir, non sans avoir souhaité bon quart au lieutenant et avoir ajouté, d'un geste montrant la nuit côté bâbord, vraie Afrique, maintenant. Lespinasse et l'homme de bar se retrouvèrent seuls, muets et comme murés chacun dans sa fonction. Les nuages continuaient à masquer et démaquèrent alternativement la lune, déplaçant avec lenteur leurs masses cotonneuses et dessinant en grisaille dans le ciel nocturne différents paysages. Une garrigue de buissons touffus apparaissait aux côtés de collines enneigées, puis insensiblement elle glissait, dérivait comme plus loin le faisait aussi un désert de sable et un jardin baroque avec son labyrinthe de verdure, ou une canopée tropicale, au bossellement pareil à un amas de dômes géants, se superposait à des montagnes dont les rondeurs fantomatiques s'ouvraient ici en brèche étroite, là en vallée assez large pour que s'y engouffre un fleuve. Et malgré leur disparité, ces multiples images de terre ferme persistaient à flotter ensemble dans les airs, épaisses et légères comme autant de décors 3D venus de l'enfance et que les marins, à leur insu, projetaient dans le clair. Obscur silencieux qui surplombait leur sommeil 18 à 2 raisons tenaient que l'allurée était réduite à 12 nœuds, d'une part, l'heure convenue de l'arrivée à Combedji le lendemain, 6h30, soit au lever du jour, d'autre part les vents, les courants, vite changeants en cette saison sous ces latitudes, et dangereux pour qui naviguait léger. Toutefois la matinée du mercredi se déroula sans désagrément d'aucune sorte. Pas de courant surprise, pas de mauvais vent latéral, pas même de pluie après les quelques gouttes tombées la veille, ni rien qui empêche les heures de se succéder avec leur ordinaire ponctualité. Seule nouveauté, le ciel diurne n'était ni bleu diurne ni gris mais blanc, d'une blancheur mate, un peu floue, partout répandu et partout égal, donnant une même apparence au vide aérien et à la nue qui emplissait le vide, et aussi à l'océan sous la nue, et au bateau sur l'océan. Hors des secteurs avec clim, l'osmose était complète entre les organismes et leurs 136 cas environnements atmosphériques. Chacun ressentait la chaleur humide du dehors comme indistincte de la sienne. Était-ce ce phénomène que Mirko avait eu à l'esprit quand il avait dit « vraie Afrique » maintenant, cette indifférenciation de tous les états de la matière, ou avait-il voulu signifier qu'en passant la pointe des Almadies on abandonnait un monde pour un autre, et que, sauf exception héroïque, le phare des Mamelles était un point de non-retour dans le cours du voyage? Toujours est-il qu'à la vitesse de 12 nœuds il fallut au Nauplio 13 heures, depuis le phare sénégalais, pour atteindre l'archipel des Bijagos.
Prévenu qu'une terre serait bientôt en vue, Weiwei était passé prendre Gu dans sa cabine et tous deux avaient rejoint les enfants sur le pont. Ils trouvèrent Perpétue et Jeanfa en compagnie d'Augustin, en train d'essayer d'adapter les jumelles du steward à l'écartement de leurs yeux et de faire rouler sous le doigt la molette de mise au point. Donnant du sœur à Weiwei, du monsieur Gu à Gu, selon son habitude, Augustin apprit aux deux hommes que la terre apparue à l'horizon était l'île de Caravela, ou Kéré, peut-être. L'une des îles Bijagos, en tout cas. Durant les heures à venir on en verrait plusieurs autres, sûrement. Ni Weiwei ni Gu ne savaient grand-chose des îles Bijago, sinon qu'elles appartenaient à la Guinée-Bissau et abritaient une importante colonie de pélicans. Augustin sourit, en même temps que d'un petit cri bref et chantant, poussé d'une voix de tête, il fait s'est entendre qu'en disant ça on était loin du compte. Car des pélicans, oui, il y en avait, et des oiseaux de toutes sortes, mais pas seulement. On trouvait sur ces îles, c'était bien simple, tous les animaux du monde, et jusqu'à des hippopotames vivant en eau salée, ce qui n'existait nulle part ailleurs. Weiwei et Gu avec eux Perpétué Jeanfa, pas moins intéressés par les mœurs du sapiens adulte que par la faune sauvage, apprirent encore que chez les Bijogos, comme s'appelaient les habitants des Bijagos, l'activité sexuelle était pratiquée très librement et ce dès la puberté. Quand la matière, de même que dans tous les domaines excepté guerre et pêche, la femme décidait. Elle copulait, épousait, répudiait à sa guise. Elle possédait le logis conjugal. Elle exerçait au sein de la communauté les pouvoirs politiques, judiciaires, religieux, et à ce dernier titre elle dialoguait avec les revenants. C'était que ici, Augustin commença de baisser la voix. Les Bijagos étaient terre propice à la perpétuation des espèces, mais aussi terre à maladie. On y mourait beaucoup, et souvent jeune, avant toute indispensable initiation. D'où la présence de revenants en grand nombre parmi la population des vivants revenants. En avait-il personnellement rencontré, ou là? Non, jamais il n'avait mis les pieds dans ces îles, merci bien point. Mais il avait eu plus d'une fois l'occasion de voir des revenants Bijogos en vidéo.